Salut, bienvenue sur cette vidéo consacrée au groupe de Manchester, en tout cas de la banlieue de Manchester, Joy Division, dont les disques sont pour moi des disques de chevet, et ceci depuis, j'ai pas peur de le dire, depuis un très grand nombre d'années, plusieurs décennies, puisque j'ai découvert le groupe au lycée. Quand je les ai découverts, le groupe n'existait plus depuis très longtemps, mais j'ai découvert via New Order, et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il y avait avant New Order? Avant New Order, il y avait Joy Division, et la musique de Joy Division, bien sûr, non seulement elle m'a marqué immédiatement, elle s'est imprégnée, elle est indélébile, elle m'a, oserais-je le dire, elle m'a structuré, c'est évident. Bref, la musique de Joy Division, il y a eu des livres, des dizaines d'articles, des vidéos consacrées au groupe Joy Division. Je vais quand même pas, moi, vouloir rivaliser avec tout ça, certainement pas. Donc bien sûr, je vais évoquer la musique de Joy Division, ce que j'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Je vous mets les miniatures en incrustation. Parmi les livres intéressants, tout de même, il y a celui de Peter Hook, le bassiste du groupe, qui est vraiment bien, et puis je reviendrai un petit peu aussi plus tard sur le livre de son épouse, Deborah Curtis. Bref. Le style musical de Joy Division, c'est le post-punk, en tout cas le groupe s'inscrit dans le post-punk, et puis ensuite avec des colorations qui seront décrites comme étant gothiques, cold wave, romantico-sordide, dépressive, morbide, voire éventuellement, je pense que ça tient effectivement au caractère sombre et extrêmement métallique, voire indus de la musique, et puis surtout la voix de Ian Curtis. Mais est-ce que ça ne tient qu'à ça? Et ça, voilà, ça va être mon approche. C'est vrai que nous, francophones, nous sommes rétifs à faire l'effort de comprendre l'anglais, de le lire peut-être, etc. Donc je me suis dit, il y a certainement quelque chose dans les textes de Ian Curtis, puisqu'il a écrit pratiquement tous les textes des chansons de Joy Division, qui structure aussi la musique de Joy Division, et puis aussi qui doit nous parler de ses troubles, voilà, de ses tourments. C'est quelqu'un qui n'était pas bien dans son corps et qui avait des relations difficiles, sensibles avec les autres, et en particulier avec le public, avec le statut qu'il commençait à acquérir de groupe majeur dans l'Angleterre du tout début des années 80. Bref. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 10 chansons, un paragraphe dans chacune de ces chansons, et puis j'ai traduit les paroles. Et puis pour essayer de voir à quel point ça nous parle de Ian Curtis et de Joy Division. Il faut quand même savoir que les membres du groupe ne se sont véritablement penchés sur les textes qu'écrivait Ian Curtis. Pourtant, il était là en studio avec eux, il les entendait bien. Ouais, mais il y a une différence entre entendre, écouter et comprendre. Et Peter Hook a eu ce grand regret, effectivement, en lisant attentivement et en essayant de comprendre les paroles de Ian Curtis, et bien de constater que peut-être déjà il parlait du trouble qui allait le mener là où, bien sûr, il a fini sa vie, puisque, vous le savez, probablement, Ian Curtis s'est suicidé en 1980. Bref. Voilà mon approche. Mes traductions, les traductions que je vous propose, ce sont mes traductions. Elles ne sont pas littérales, je n'ai pas utilisé de moteur de traduction, ce sont j'ai pas non plus utilisé les traductions qui existent. Je vous mets en incrustation aussi un autre bouquin où vous trouverez les traductions des notes de carnet, mais aussi des chansons de Ian Curtis et de Joy Division. Non, c'est plus une traduction qui est fondée sur à la fois la musique que j'entends, et puis les impressions que me procure la musique et les paroles de Ian Curtis. C'est-à-dire que c'est plus une traduction, interprétation. Après, vous en ferez ce que vous voulez, vous me direz, mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ça qui est écrit. Bref, ce mot-là, il se traduit autrement. Non, c'est une traduction, interprétation, donc voilà. Ce sera ça. Alors, très rapidement, avant Joy Division, il y a eu Worship.
et pour aborder justement le premier titre que je vais évoquer. Warshow, ici vous avez une compilation, je vous mets ça en incrustation, vous comprenez que bien sûr le groupe se forme en 1977. Bernard Sumner et puis Stephen Morris ont vu les Sex Pistols, ils veulent monter un groupe, ils vont s'adjoindre les services d'un bassiste, Peter Hook, et puis ils vont mettre une petite annonce, Ian Curtis va répondre, et voilà le chanteur, et c'est parti. Donc c'est très punk, c'est très rapide, vous n'allez pas reconnaître la voix de Ian Curtis sur Warshow. Warshow, ça vient de Warszawa, qui serait un titre composé par David Bowie et puis Brian Eno, une influence probablement du groupe. D'ailleurs, concernant les influences, vous pouvez les trouver en raison de ces rythmiques très répétitives, de ce côté un petit peu mécanique de la musique de Joy Division, clairement du côté des groupes allemands de type Can, Neu, et puis, bon, bien sûr, le Velvet Underground, et puis moi aussi j'y vois beaucoup le Suicide, le groupe d'Alan Vega, et puis les premiers albums d'Alan Vega, bon voilà, c'est dit. En tout cas, c'est pas ce que vous entendez sur Warshow. Premier titre, premier EP de Joy Division, Failure. Ce EP, ici je vous montre une réédition qui a été proposée à l'occasion du Record Store Day, du Disquaire Day de 2014, avec la pochette du EP d'origine, sachant que d'abord An Ideal for Living sort en 45 tours avec une pochette qui est dessinée par Bernard Sumner justement et qui représente un tambour des jeunesses hitlériennes. Donc bref, c'est vrai que ce groupe a été soupçonné de sympathie nazie en raison du titre du groupe, du nom du groupe Joy Division, et puis bon, je ne vais pas y revenir, tout ça, bref, et, évidemment, n'importe quoi, en tout cas selon moi. Bref, ici, donc là, c'est la deuxième pochette, vous avez 4 titres, et en fait, ce EP qui sort en 1978, sous le nom de Joy Division, clairement, c'est la transition entre Warshow et Joy Division. C'est-à-dire que c'est pas très très intéressant, je trouve, c'est un groupe qui est encore un pied dans le punk, et puis un pied qui va se mettre dans le post-punk, quelque part. Bref. Failures. Allons-y. Vous avez vu la traduction d'un des couplets, de quoi est-ce qu'il parle. Parce que Ian Curtis, il est très sensible à ce qui l'entoure et à ce qui se passe dans l'univers. Vraiment, ça va être une éponge en quelque sorte, et puis aussi, quand vous pressez l'éponge, eh ben, vous avez les paroles de Joy Division. Ici, le personnage dont il parle, qui enfin finit par admettre qu'il s'est un petit peu trompé sur les humains, c'est le Fils de Dieu. Et oui, même si Jesus n'est pas nommé dans le... Alors, concernant la musique, parce que bon, je vais quand même parler un peu de la musique, bien entendu, là, c'est un titre punk, hein, clairement très très speedé, ça va à 100 à l'heure, et puis voilà, puis les paroles sont débitées à une vitesse extraordinaire, mais il va sembler intéressant d'évoquer ce rapport qui se devine quelque part des critiques que peut avoir vis-à-vis de la société le père Curtis. C'est vraiment intéressant. Donc, Failures. Ensuite, bien sûr, va paraître en 1979 le premier album de Joy Division qui est Unknown Pleasures. J'ai choisi plusieurs titres sur l'album, à commencer par Disorder. Cet album a la pochette tout à fait mythique, bien sûr, Unknown Pleasures. Ici, petite précision, je vais vous montrer les pressages originaux néo-zélandais. Bah oui, pour ceux qui ont suivi un petit peu la chaîne, c'est vrai que j'ai vécu quand même quelques années en Nouvelle-Zélande et ça m'a permis de rapporter quelques disques, mais surtout, indépendamment de cette anecdote, il se trouve que Joy Division a eu vraiment un grand succès en Nouvelle-Zélande. Plusieurs de leurs titres parus en 45 tours ont fini numéro 1 des charts. Leurs albums se sont extrêmement bien vendus. Et donc j'ai le Unknown Pleasures
Closer, que je vais vous montrer bien sûr, et puis Still, dans ce pressage néo-zélandais d'époque. Bref, un album fondateur, fantastique, unique, l'écoute n'est jamais, est toujours renouvelée en quelque sorte, c'est une banalité. Alors, Disorder, qui montre quelque part, je pense, j'ai choisi les 2 premiers vers du titre qui, pour moi, sont un clin d'œil complètement au Velvet Underground, clairement. Je vous ai mis en incrustation un autre extrait de la chanson, I've Got the Spirit, Losing Feeling. I've Got the Spirit, en anglais ça peut se traduire de différentes façons, je ne vais pas faire un cours d'anglais, non, mais c'est soit je suis dans l'état d'esprit, ou bien ça peut se comprendre spirit comme l'esprit, c'est-à-dire éthéré, presque les fantômes, si vous voulez. Et losing feeling, ça vient un petit peu conforter cette proposition. Losing feeling, c'est-à-dire perdant ses sensations. Ou sentiment, bref, voilà, cette notion de déconnexion. Et en attendant, c'est quand même un titre absolument fantastique où tout est posé entre la rythmique, effectivement, très syncopée de Stephen Morris et les lignes mélodiques. La mélodie se trouve plus dans la ligne de base de Peter Hook, bien entendu. Et puis je vous propose bien sûr un autre titre de cet album tout à fait emblématique qui est She's Lost Control. Vous avez vu ma proposition ici, vous connaissez peut-être par cœur, ou pas, bref, ce titre, bien entendu, tout à fait hypnotique, et qui évoque une expérience, et c'est assez troublant, de Ian Curtis, puisqu'il a été, avant d'être dans le Joy Division et dans Warshaw, puis Joy Division, il était employé de la municipalité, alors je sais pas, c'est pas Manchester, mais c'est pas à côté, enfin, je sais plus, Macclesfield, quelque chose comme ça. Et il a été témoin à un moment donné, une dame est venue, voilà, dans ce service de la municipalité, et lui il y était, et cette dame a eu une crise d'épilepsie. Et c'est ce qu'il décrit ce souvenir. Et puis il apprend plus tard dans la journée que cette dame est décédée. Alors probablement pas de sa crise d'épilepsie, mais en tout cas des suites, bref. Et ça a laissé sur lui une impression très profonde. Et en fait, tout ce qu'évoque dans ses chansons, dans ses paroles, Ian Curtis, ça relève toujours d'impressions très, très profondes, très enfouies, et qu'il parvient à faire sortir. Et il se trouve que c'est assez troublant, puisque lorsqu'il est témoin de cette crise d'épilepsie, a priori, lui n'a pas encore eu de crise d'épilepsie, sachant qu'il va effectivement souffrir d'épilepsie, ce qui va le conduire à prendre pas mal de médicaments et être dans une situation toujours inconfortable, dans sa relation aux autres, et en particulier dans sa relation sentimentale. Bref, She's Lost Control, c'est exactement ça, et donc si vous voyez bien les paroles, il a un pouvoir de description qui est extrêmement évocateur. C'est une chanson, bien entendu, hypnotique, tout à fait extraordinaire. Voilà. La suite. Dead Souls, avec cette introduction qui prend son temps, avec donc la ligne, la guitare de Sumner, et qui va installer petit à petit la voix et puis les paroles de Ian Curtis. C'est un titre tout à fait envoûtant, et je pense que il y a quelque chose de cela, de l'envoûtement, de la déconnexion, du charme quelque part, puisque pour moi c'est avec ce qui revient en permanence dans le titre, They Keep Calling Me, They Keep Calling Me, c'est Ulysse en fait, c'est Ulysse attaché à son mât, et ce que dit les paroles, bien sûr, ce que disent les paroles que j'ai traduites, c'est tout à fait une évocation de ce charme. Bref, un titre absolument fantastique. Le 45 tours avait un titre, le 45 tours français, c'est Licht und Blindheit. Donc Light and Blindness, si vous voulez. Encore une fois, ce côté un petit peu germanique.
donc lumière et aveuglement, ou cécité quelque part. Et donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est un titre absolument fantastique, bien sûr, que vous retrouverez d'ailleurs sur l'album Still, la compilation de 1981. La suite. La suite, vous l'avez vu, c'est Atrocity Exhibition, qui vous allez trouver bien entendu sur l'album Closer, superbe album qui paraît, donc deuxième album et dernier album studio de Joy Division qui sort en juin 1980, un mois après le suicide de Ian Curtis. Et effectivement, ça a dû prêter un petit peu à commentaire, puisque sur la pochette, vous voyez cette photo qui est la photo qui a été prise par Bernard Pierre Wolf, qui est un photographe franco-américain qui a été connu en particulier pour ses photos de monuments funéraires en Italie. Ici, c'était le tombeau d'une famille italienne à Piani, je crois, à Gênes, en Italie. Et oui, l'album sort un mois après la mort de Ian Curtis, et sur la pochette, vous avez la photographie d'un tombeau. Voilà. Maladroit, maladresse, bref. Alors il semblerait, Peter Saville, qui est concepteur de la pochette, a dit que la pochette existait, a été conçue, était prête avant le suicide de Ian Curtis, donc il ne fallait pas faire de lien particulier avec cette pochette. En tout cas, c'est un album tout à fait fantastique de Joy Division, encore une fois. Ici, vous avez quand même les titres des chansons, vous les aviez aussi quand même sur le titre précédent. Alors, Atrocity Exhibition, ça, pour revenir sur les paroles, il nous dit, et c'est pas la première fois qu'il le fait et qu'il le fera, il nous dit le rapport qu'il a avec le public. Ce sont des voyeurs. Hein, dans l'asile, ils ont payé pour pouvoir voir à travers les portes grandes ouvertes, un petit peu s'agiter sur la scène, hein, se vriller, se tourner. Eh bien, qui il décrit là? C'est lui, je pense. Voilà, dans plusieurs chansons, il y aura il parlera de cette difficulté qu'il a à être là et être vu, à être regardé. J'y reviendrai. Et je crois que c'est quelque chose de très, très important dans la musique, les paroles de Ian Curtis, et qui nous parle beaucoup de son ressenti. Le côté, il est bien conscient que tout ça ne durera qu'un temps, quelque part. Hein, l'impermanence de tout ça, il en parle sur un autre titre qui est Novelty, par exemple, où il décrit, oui, bon, bah, très bien, là je suis au sommet, et puis ça va durer combien de temps? Et puis après, bref, la chute. Autre titre. A Means to an End. Alors tout n'est pas toujours négatif, d'ailleurs la musique de A Means to an End, c'est-à-dire qui est très enjouée, quelque part. Oui, et en particulier avec bon, bah, voilà, la basse le rythme de guitare qui est aussi très, très rapide, et puis cette cymbale de Stephen Morris qui vient ponctuer, syncoper le titre, et il y a quelque chose dans les paroles qui pour le coup, je trouve, est tout de même assez positif. Tout n'est pas toujours... non, vous pouvez vous tourner vers la lumière, quelque part. Très très bien, superbe titre. Il n'en est pas de même pour Isolation. Cette fois-ci, c'est encore une fois, il nous dit le sentiment de ne pas avoir trouvé quelque part sa place, ou bien d'avoir trahi en partie certains idéaux qu'il a pu avoir à un moment donné, et puis dans son rapport aussi à ses parents, là il s'adresse directement à sa mère. Alors, dans l'impression effectivement d'inconfort, d'avoir quelque part trahi et de s'être perdu en route, et renforcée par la musique elle-même. Les sessions de Closer sont déroulées en deux parties. Vous avez une première partie à la suite enregistrée pratiquement dans la foulée d'Unknown Pleasures, et puis une deuxième partie début 1980, où là il y a d'autres titres sont enregistrés, mais avec l'addition de sonorités plus
plus d'époque, dirons-nous, avec force synthétiseur, boîte rythmique, passer à la fuzz, ou batterie électronique si vous voulez, bref. Tout ça crée une ambiance sur ce titre. Isolation, absolument fantastique. Tout ça nous permet d'arriver effectivement à Love Will Tear Us Apart, le plus grand succès du groupe qui paraît dans la foulée de Closer en 1980, donc bien entendu après la mort de Ian Curtis, avec cette pochette tout à fait fantastique, que nous devons encore une fois à Bernard Pierre Wolf. C'est une nouvelle photographie d'un tombeau en Italie, donc magnifique photo et magnifique titre qui nous parle bien sûr en particulier, mais est-ce uniquement de sa relation ou de ses relations amoureuses. Là, il paraît évident qu'il évoque sa relation avec son épouse, Deborah Curtis, mais ce n'est pas clair. D'ailleurs, elle-même le dit. Hein, elle a écrit ses souvenirs de sa rencontre, de son mariage, de sa vie avec Ian Curtis, qui a été très courte, hein, puisqu'il meurt, il se suicide, il a 23 ans. Ils ont une fille, etc. Donc, clairement, son inconfort, il décrit dans d'autres titres son inconfort, déjà à être parent, par exemple. Voilà, il y a des chansons où il le dit. Là, il décrit cette chambre glaciale où deux individus qui ont conservé des sentiments ne parviennent plus à avoir de relations sensuelles, qui s'accorderaient, si vous voulez, quelque part avec les sentiments. Et encore une fois, ce sentiment d'inconfort qu'il décrit, Deborah Curtis dit qu'elle ne sait pas... Encore une fois, cette idée de déconnexion de la réalité, elle ne sait pas dans ce qu'il écrit, ce qu'il y a de réalité et de fiction. Elle-même n'a pas vu là où était la réalité, la fiction, donc si c'est pas clair pour elle, bref. Il se trouve que son livre à Deborah Curtis, que je vous ai mis en incrustation, a été adapté au cinéma par Anton Corbijn en 2007. Control s'appelle le film, tout simplement. Et effectivement, je trouve que la performance de l'acteur principal est tout à fait extraordinaire, dans le rôle de Ian Curtis, bien entendu. Et surtout, on y voit, malheureusement, donc la dernière amie de Ian Curtis, une femme belge, qui l'a rencontrée au cours d'un concert, et avec laquelle il va avoir une relation amoureuse très forte, mais a priori totalement platonique, ce qui n'est pas décrit dans le film, mais lors d'une interview de cette dame qui est décédée il y a une dizaine d'années, je crois, et bien elle dit qu'en fait il prenait tellement de médicaments pour calmer son épilepsie qu'il n'était pas capable d'avoir de relations sensuelles, physiques avec elle. Donc c'était un amour qui était parfaitement platonique, et il l'évoque dans certaines de ses chansons aussi. Bref, je m'étends, mais disons que le film trahit ou la montre comme quelque part responsable de ce qui arrive et ce qui va arriver à Ian Curtis. Il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le cas. En tout cas, Love Will Tear Us Apart, quelle chanson. Transmission, qui est paru en 45 tours, puis ensuite en EP, que vous pouvez retrouver sur ce EP, bien entendu. Transmission, dans ses paroles, que je vous ai proposées à la traduction, et bien décrit encore une fois alors déjà, le fait que le public soit totalement prisonnier des médias, ici de la radio, hein, il y a ce refrain qui est totalement oppressant dans le morceau, qui est Dance, 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 dance to the radio. Bref, mais aussi, ici, il décrit ce rapport au public, et il dit, voilà, essayons d'y échapper dans la nuit. Mais or, il y a pas le public, si vous lisez entre les lignes de ce petit paragraphe, là, les yeux gris, voilà, et ce sont des vampires.
Ce sont clairement des vampires qui sont tapis dans l'ombre, qui sont prêts à surgir et qui n'attendent finalement qu'une seule chose, c'est que les proies se présentent. Donc que quelque part le show, le spectacle commence, que le concert commence. Donc, bon, vous allez me dire, c'est vraiment au poulet ce que tu nous dis. Moi, c'est vraiment l'impression que ça donne. Il avait un vrai problème dans sa relation avec le public, les autres, et la façon dont, les sentiments que pouvait susciter un groupe sur scène, alors que lui, il était extrêmement mal à l'aise vis-à-vis de ça. Transmission, fantastique. Le titre que je vais évoquer, le 10e titre que je vous propose, bien entendu, c'est Ceremony, qui n'existe avec la voix de Ian Curtis qu'à l'état pratiquement de trace sur l'album Still, cette compilation de Joy Division parue en 1981, sur Factory Records toujours. C'est un double album, les deux premières faces sont des captures, enfin en tout cas des phases B, des enregistrements studio de phase B ou de titres plus ou moins inédits, plus une capture live de leur reprise de Sister Ray du Velvet Underground. Et puis sur les phases 3 et 4, eh bien, vous avez des enregistrements, un concert qui a été capturé live le 2 mai 1980 à l'université de Birmingham, sachant que 15 jours plus tard pratiquement, eh bien, Ian Curtis se suicidera. Il faut savoir qu'ils préparaient à ce moment-là une tournée aux États-Unis. Ils devaient partir le lendemain de la mort de Ian Curtis. Alors, je ne sais pas, petite anecdote, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres éditions en Europe, en Angleterre, en France, je ne sais pas. Celle-ci, c'est l'édition néo-zélandaise. Sur la troisième face, ici, vous avez listé 5 titres. Or, sur le vinyle, il y en a 6. Il y a un titre qui n'est pas mentionné ici, c'est 24 Hours en live, toujours, un titre de l'album Closer. Donc vous me direz si c'est le cas aussi sur vos pressages, soit anglais, soit français de l'époque. Bref, je me demande si c'est pas une incongruité néo-zélandaise. Bon, bref, enfin, Ceremony. Ah oui, Ceremony. Encore une fois, est-ce qu'il évoque son épouse? Est-ce qu'il évoque son ami? Est-ce que voilà, il est dans une colère, dans un inconfort qui paraît évident ici? Et c'est un titre absolument magnifique. Alors, bien sûr, sur ce live, cette capture live, alors déjà, premièrement, le morceau commence vraiment subitement au début du premier couplet, toute introduction n'y est pas. La voix sur ce premier couplet de Ian Curtis est totalement inaudible. Elle est au fond, très très loin, très très loin. Et puis soudainement, je sais pas, j'étais l'ingénieur du son, il s'est dit « Ah, il faut peut-être que j'appuie sur le bouton », j'en sais rien. Pour le deuxième couplet, là tout de suite, vous avez surgissement de la voix de Ian Curtis. Et puis, donc en fait, c'est tout à fait anecdotique. Il existe très peu d'enregistrements de ce morceau Ceremony avec Ian Curtis, puisque, vous le savez probablement, eh bien, Stephen Morris, Bernard Sumner et puis Peter Hook, sous le nom de Joy Division, de New Order, le réenregistreront. Et ce sera le premier 45 tours de New Order qui paraîtra en 1981, il me semble. Je vais terminer, bien entendu, je ne peux pas ne pas évoquer cet album, tant pour moi il est indissociable de la discographie de Joy Division, même si ce n'est pas un album bien sûr de Joy Division, c'est le premier album de New Order, paru en 1981, Movement. Bien sûr, Ian Curtis ne chante plus, c'est Bernard Sumner qui prend le chant. Absolument fantastique album. Évidemment, New Order va bientôt faire danser les gens sur le dance floor avec ses rythmes et cet ajout encore plus important d'électronique, de synthétiseurs, etc. Il n'en demeure pas moins que celui-ci, en tout cas, bon, j'aime bien New Order, donc celui-ci il est tout à fait fantastique. Voilà, Vince. It's me, j'espère que cette approche vous a intéressé. Cares about you. À la prochaine.